Merci beaucoup, Dr Krbej. Je remercie l'association ML pour l'invitation. C'est un réel plaisir d'être parmi vous et de discuter effectivement à l'ère du digital, de l'intelligence artificielle et comment l'intelligence artificielle aujourd'hui révolutionne la gestion du diabète. On va voir qu'en pratique courante, on n'est pas dans la science-fiction, qu'aujourd'hui, en 2025, on est sur des outils pratiques dans la gestion du diabète. Alors, les contraintes aujourd'hui du diabète sont quand même assez multiples puisque chez nos patients de maladies chroniques, la surveillance accrue des glycémies pose un souci. L'administration précise des doses d'insuline chez les patients diabétiques insulino-requérants, mais aussi chez les types 1. Et enfin, comment l'intelligence artificielle peut prédire les complications du diabète. Et on peut dire que l'intelligence artificielle pourrait veiller sur nos patients diabétiques. Alors d'abord, il faut savoir que lors de cette maladie chronique qu'est le diabète, on demande à nos patients de surveiller, de s'auto-surveiller. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'outils grâce à beaucoup de solutions informatiques et de logiciels pour aider les patients à surveiller en temps réel la glycémie. Notamment, vous connaissez tous les holters glycémiques qui ont vu le jour au début à travers des pompes à insuline. Et le premier venu et qui avait fait effectivement révolution, c'était le freestyle. Et en fin de compte, cette révolution de l'autosurveillance glycémique va permettre à nos patients d'avoir en temps réel leur glycémie et cette surveillance en temps réel va avoir un rôle important dans la gestion de l'équilibre glycémique puisque le patient va comprendre mieux sa maladie. Alors, il faut comprendre un petit peu ce qu'il faut expliquer aux patients parce qu'il faut les lire, ces holters glycémiques. Et pour les lire, vous avez à gauche les cibles qu'on va mettre pour le holter glycémique. Est-ce qu'on va faire en cible, par exemple, du 0,80 à 1,40 ou 1,60? Et puis, vous allez avoir les time in range, qui sont en fait le temps passé à l'objectif du patient dans la cible. Et puis, vous allez avoir l'endroit où il va être high ou là, below des objectifs. Donc, il faut comprendre aussi que ce freestyle ou là, ce holter glycémique va être une surveillance à travers une glycémie qui est une glycémie interstitielle. Ce n'est pas la glycémie capillaire qu'on avait l'habitude d'avoir. Et donc, il faut expliquer aux patients qu'il y a un petit décalage entre la glycémie capillaire et la glycémie interstitielle et que sur ces holters où vous allez voir des flèches qui montent ou des flèches qui descendent ou des flèches qui sont stables, il faut que le patient comprenne. Et en fait, ces outils vont montrer que, par exemple, vous avez vu, c'est comme une locomotive. En rose parme, vous avez la glycémie interstitielle et en rose fuchsia, vous avez la glycémie capillaire. Et quand vous allez être à jeun, la glycémie interstitielle et la glycémie capillaire vont être au même range. Mais quand vous allez manger, donc après un repas, la glycémie interstitielle va être en retard de la glycémie capillaire et donc c'est pour cela que vous allez pouvoir avoir des décalages qui vont sous-estimer la glycémie de 0,20 par exemple, mais il faut que le patient le comprenne et qu'on l'explique. Et après, une fois qu'on a fait le pic glycémique sur la glycémie postprandiale, au moment où ça commence à descendre et que la flèche est en train de descendre, la glycémie interstitielle est en avance de la glycémie capillaire. Et donc tout cela va être expliqué aux patients pour qu'il n'y ait pas justement d'erreur et de contrainte, d'angoisse pour le patient. Alors voici un petit peu ce qu'on va voir sur ces logiciels. Alors ça va nous montrer de la variabilité glycémique et ça va nous montrer surtout sur plusieurs jours combien le patient il est sur la journée. Alors vous allez avoir des courbes qui vont montrer à chaque fois comment il est sur la glycémie à jeun et postprandiale et donc ça vous permet d'avoir une idée sur 7 jours, 14 jours, sur cette variabilité qui est très intéressante pour le patient en termes de prédiction de complications mais aussi en termes de gestion d'antidiabétiques ou d'insuline. Et aujourd'hui, on sait que pour être à l'objectif, il faut que le freestyle ou là, le holter glycémique nous montre un coefficient de variabilité qui soit en dessous de 36% pour dire que le diabète est stable. S'il est au-dessus de 36%, on parle de diabète instable. Et puis surtout, ce temps passé dans la cible qui est un objectif comme l'hémoglobine glyquée qui va être prédictif des complications et du risque cardiovasculaire, mais aussi prédictif des complications au long cours. Alors, usuellement, il faut passer
au-dessus de 70% pour qu'on soit dans la cible de l'objectif. Et malheureusement, on voit que 21% seulement des patients type 1, par exemple, vont être à cet objectif. Alors aujourd'hui, grâce aux outils de l'intelligence artificielle, on va ajuster nos traitements. Il faut d'abord passer par des étapes. La première étape est de comprendre ce qui se passe. Et donc, il faut comprendre ma maladie. Et je me pose la question, est-ce que c'est un problème d'alimentation ou là, c'est un problème de dose d'insuline qui n'a pas été adapté. Et puis, en fin de compte, je vais ajuster avec mon Holter mes doses d'insuline et je vais peut-être même stimuler d'autres choses qui vont me permettre d'éduquer le patient pour l'éducation thérapeutique. Donc, l'autosurveillance glycémique, grâce à ces outils informatiques, va aider et révolutionne aujourd'hui la prise en charge du patient diabétique. Alors, par rapport à l'administration précise des doses d'insuline, alors vous savez qu'une des thérapeutiques aujourd'hui dans l'éducation, c'est l'ITF, l'insulinothérapie fonctionnelle. Et en fait, depuis très longtemps, déjà 2005, on a compris que donner des doses fixes à des patients qui vont avoir des repas différents n'est pas du tout possible. On ne va pas demander à un patient qui ne va pas manger la même chose tous les jours d'avoir des doses d'insuline rapides de la même manière. Alors c'est pour ça que l'ITF va permettre d'ajuster les doses en fonction de ce que je vais manger. Et donc c'est un concept qui est très ancien depuis 2005, mais dont les outils vont s'améliorer grâce à l'IA, grâce à l'intelligence artificielle. D'abord, il faut savoir qu'on détermine des ratios. Les ratios, c'est dire à chaque repas de combien a besoin le patient en dose d'insuline, notamment par exemple pour un type 1, c'est 1,5 unités par 10 grammes en théorie, qui serait ajustable en fonction des patients. Au déjeuner, 0,8, au dîner, 1 unité par 10 grammes. Si j'étais chez un patient diabétique de type 2, j'ai plus d'insulinorésistance, donc ça sera du 2 unités par 10 grammes au petit déjeuner, du 1 unité par 10 grammes au déjeuner et du 1,5 à peu près au dîner. Et puis, je vais adapter la sensibilité à l'insuline. Cette sensibilité, c'est de combien une unité d'insuline va baisser ma dose de glycémie. Et donc, en général, c'est une unité fait baisser de 0,4 à 0,5 dans la moyenne, chez le standard. Mais si je suis insulinorésistant, une unité va baisser de 0,3. Et si je suis très sensible à l'insuline, je vais baisser peut-être de 0,6. Alors, troisième étape, c'est le rattrapage. En fonction de ma glycémie avant mon repas, je vais ajuster et je vais rajouter des doses d'insuline avant mes repas. Et enfin, je vais titrer ma rapide en fonction de mon moment de repas. Mais l'étape la plus difficile qu'on avait dans l'ITF, que ce soit dans le type 1 ou dans le type 2 insulino-requérant, c'est le comptage des glucides. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle va permettre de révolutionner cela. Puisque déjà, on avait des outils, des solutions avec des applications qui permettaient de scanner, par exemple, l'assiette et qui va nous donner à peu près le nombre de glucides. Vous connaissez peut-être le glucocompteur, qu'on avait déjà depuis plus longtemps, mais on a une application beaucoup plus adaptée qui a été approuvée à la FDA, c'est le Diapimed, qui va permettre, en scannant, de donner exactement, vraiment, l'IG glycémique, mais aussi le nombre de glucides dans le repas. Aujourd'hui, cette automatisation du comptage des carbohydrates va faciliter les choses, que ce soit bien sûr pour le type 1, l'enfant, les parents de patients de diabétiques, mais aussi le type 2 qui est sous insuline et qui va avoir des doses en fonction de ce qu'il va manger. Alors si on fait aujourd'hui un petit calcul rapide, si je vous dis que la patiente a prévu 3 pommes de terre de 50 grammes, une tartine de 20 grammes, une pomme moyenne et un yaourt nature fruité, vous allez me dire combien de grammes de glucides son repas? Alors c'est facile, dans un repas, ce qui va compter, c'est toujours les féculents et les glucides. Les protéines, les légumes ne comptent pas, sauf qu'on compte toujours 10 grammes pour des légumes cuits. Alors ici, 3 pommes de terre de 50 grammes, c'est 10 grammes par pomme de terre, donc 30 grammes. La tartine de 20 grammes, c'est 10 grammes de glucides, ça fait 40. La pomme, je vais vous donner tous les fruits, de 200 grammes, il y a 20 grammes de glucides, sauf la banane de 100 grammes, il y a 20 grammes de glucides. Donc ça fait déjà 60. Et dans le yaourt nature fruité, il y a 10 grammes. Ça vous fait 70 grammes.
Alors ça, c'est un exercice qu'on fait avec les patients lors de l'ITF et lors de l'éducation, que ce soit pour les basal-bolus ou les pompes à insuline. Et lors de ces applications, il faut bien sûr expliquer aux patients qu'ils comprennent, qu'ils apprennent, pour que quand ils fassent le scannage, il y a toujours des petites erreurs qu'il doit comprendre. Il doit s'attendre à avoir un nombre de glucides que le calculateur va lui permettre de juste exprimer est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est exact ou pas. On fait un deuxième exercice. Un filet de bœuf grillé, 3 pommes de terre, des légumes cuits, la moitié d'un pain complet de 120 grammes, une orange, un yaourt nature fruité. Il y en a qui veut faire le calcul. C'est facile. Le bœuf, 0. On est d'accord. Les 3 pommes de terre, 30 grammes. Les légumes cuits, 10 grammes. Ça fait 40. Le pain complet de 120, c'est facile. C'est toujours la moitié. 60. Ça fait déjà 100. L'orange, 20. 120. Et le yaourt nature fruité, 10. Très bien. 130 grammes de glucides. Donc c'est très simple l'ITF, mais il faut juste l'apprendre aux patients de manière un peu systématisée. Et là, les calculateurs de glucides vont nous aider à exprimer cette exactitude qui manquait aux patients pour des plats beaucoup plus complexes. Alors vous allez me dire, les plats marocains, c'est plus difficile. Salade de crudité, zelouk, un petit pain complet de 80 grammes, un tagine de poulet, pommes de terre et olives vertes. Il va manger un équivalent d'une grande pomme de terre. On fait le calcul ? Allez, crudité et plat de zelouk, ça fait 10 grammes pour zelouk parce que c'est des légumes cuits. Petit pain complet de 80, 40, ça fait 50. Une grande pomme de terre, là, petite, 30, parce qu'une pomme de terre, c'est 3 petites. Ça fait 30. Et une pomme, là, 20. Ça fait 100 grammes. D'accord ? Alors, c'est des exercices qui ne sont pas difficiles, mais qui expriment vraiment l'exactitude du nombre de glucides qu'on a dans un repas. Et ça va vous permettre aussi qu'au moment où vous initiez les rapides, vous demandez aux patients pour comprendre un petit peu que quand vous allez mettre 4 unités de rapide, c'est peut-être pas suffisant quand le patient vous dit qu'il y a que khubza plus msemna plus soua et on va lui donner 4 unités, c'est obsolète. D'accord ? Alors, bien sûr qu'on avait avant des équivalences qui étaient difficiles puisqu'on devait vraiment calculer. Moi, c'est comme ça que j'ai appris l'ITF au CHU, avec vraiment des équivalences en termes de glucides, en termes de plats composés, en termes de plats principaux et en termes de fruits. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur l'IA, l'intelligence qui va vraiment révolutionner ce comptage glucidique. Maintenant, on va aller sur des cas un peu plus difficiles, notamment comment l'intelligence artificielle va permettre d'améliorer la gestion du patient diabétique de type 1. Vous savez qu'aujourd'hui, le patient diabétique de type 1 peut avoir soit un traitement standard en multi-injection, soit en pompe. Dans les situations difficiles, la pompe couplée à un holter. Mais dans les situations d'échec, la boucle fermée, qui, elle, va aujourd'hui se positionner au centre de l'intelligence artificielle avec peut-être la greffe d'îlot ou la greffe de cellules pancréatiques. La boucle ouverte, c'est très simple, c'est 2 composants. Mais la boucle fermée, il y a un 3e composant qui rentre pour fermer la boucle, c'est ce holter, plus le capteur de glucose, donc interstitiel, l'appareil de commande et la pompe à insuline. Et puis l'algorithme qui va être entre les 3 et qui va permettre de calculer les besoins. Et aujourd'hui, nous allons prédire même des chutes problématiques de glucose. L'IA va prévenir les hypoglycémies pour avoir des vraiment closed loop, vraiment des boucles fermées avec le moindre mal pour le patient, c'est-à-dire un arrêt hypo, même des arrêts avant hypo et des reprises d'insuline après l'hypoglycémie. Donc les boucles fermées sont déjà disponibles en France, on en a une même qui est disponible au Maroc. Et à qui s'adresse la boucle fermée ? Elle s'adresse aux patients diabétiques de type 1 qui sont au moins depuis 6 mois diabétiques avec déjà une gestion de l'ITF, de l'insulinothérapie fonctionnelle, qui étaient déjà sous basal-bolus et qui vont apprendre vraiment à pouvoir fermer cette boucle et permettre de sélectionner les patients candidats. Les enfants aussi, donc les adultes, mais aussi les enfants, à partir de l'âge de 6 ans, peuvent être candidats à la boucle fermée. Alors maintenant,
Aujourd'hui, avec la révolution de l'IA, il y a aussi l'approbation des thérapies du diabète de type 1 et la FDA a approuvé la première application du pancréas artificiel avec vraiment des CGM qui sont intégrés avec des applications et des gestions beaucoup plus simples pour le patient. Alors, le diabète de type 1, il y a aussi d'autres traitements. Je vais passer rapidement parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Vous savez, vous avez des thérapies ciblées comme le teplizumab, qui est des anti-CD, mais aussi des avancées importantes pour les insulines orales, mais surtout les insulines intelligentes. Les insulines intelligentes, c'est des capteurs de glucose qui vont être intégrés dans l'insuline. L'insuline va être injectée, le capteur va être retrouvé au niveau interstitiel, va sensorer la glucose et va permettre à cette insuline de se sécréter ou là de se libérer de manière progressive en fonction de la glycémie. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est réel et c'est vraiment assez, je pense que d'ici 2030, on aura ces insulines. Alors maintenant, en termes de complications, comment l'intelligence artificielle peut prédire les complications médicales, peut-être mieux que les médecins. Aujourd'hui, on a des avancées, comme l'a dit le professeur Alemi tout à l'heure, pour essayer, avec les datas biologiques, mais aussi le screening de la génétique des patients, d'aller vers un screening beaucoup plus individuel. Et justement, on se demandait tous, comment un patient, on le disait ce matin, avec deux patients avec deux hémoglobines glyquées pareilles, vont faire des complications différentes dans le temps. Comment moi, médecin de famille, médecin diabétologue, je vais peut-être screener ce patient pour qu'il ait une surveillance de ces complications beaucoup plus tôt. Il y a peut-être quelqu'un, je dois faire un fond d'œil tous les 3 mois, mais si tous les ans. Ou peut-être quelqu'un, je ne vais peut-être pas faire un fond d'œil tous les ans, je vais le faire que tous les 2 ans, mais je vais peut-être lui faire un screening de la néphropathie tous les 3 mois, parce qu'il sera plus sensible et plus prédisposé à faire une insuffisance rénale. Ce screening-là va se faire par l'intelligence artificielle grâce à des données, une multitude de données qu'on va rentrer. Ils vont dire, patient 1 va plus faire la maladie rénale, patient 2, plus de cardiopathie, le patient 3, etc. Donc, c'est vraiment des datas hyper intéressantes avec une multitude de données qui vont se screener chez le patient pour avoir, en fin de compte, des données patients qui vont orienter vers un screening particulier et bien évidemment, à la base de ça, une ordonnance individuelle. Parce que le patient qui va être peut-être qui peut être prédisposé à faire la maladie rénale, c'est un patient qu'on doit mettre peut-être sous inhibiteur du SGLT2 beaucoup plus tôt dans la maladie, ou peut-être analogue du GLP1 dès le diagnostic, et ainsi de suite. C'est vraiment cette médecine individuelle et précise que l'intelligence artificielle va nous aider. Donc l'intelligence artificielle n'est pas un ennemi du médecin, c'est un outil d'aide à la gestion. Aujourd'hui, on peut dire qu'on va vers une programmation de plus en plus individuelle, mais cet outil, c'est vraiment pour essayer de diminuer les complications, les prévenir et améliorer la qualité de vie de nos patients. Je vous remercie pour votre attention.